Ok, vous m'entendez? Ouais, ok, super. Bah, merci beaucoup de me recevoir. Merci à Airco de me recevoir. Merci à LPCX, TIGA. Voilà, de rassembler la communauté, c'est toujours hyper sympa. Aujourd'hui, je vais vous parler de product strategy. Et alors, l'intérêt pour moi aujourd'hui de vous présenter ce sujet, c'est aussi de dire que peu importe un peu le niveau d'expérience qu'on a, je ne sais pas s'il y en a qui commencent vraiment en product, qui ont des notions, qui travaillent dans des équipes produits, qui ne sont pas forcément product managers, ou si on a des gens un peu plus expérimentés, des VP product, des head of product, etc. Je vais vous parler de mon expérience par rapport à ce sujet-là et essayer de vous véhiculer quelques apprentissages de mes 5 dernières années et aussi peut-être essayer d'aller à l'encontre de quelques clichés qui sont principalement que faire de la stratégie, c'est peut-être des sujets assez high level et qu'on n'en fait pas à tous à notre niveau. Donc c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis peut-être 5 ans, depuis que j'ai terminé mes études, que j'ai bouffé un max de strat quand j'étais dans mes dernières années d'études, ensuite des expériences plus personnelles d'entrepreneur et ensuite des entreprises, des startups puis des grandes entreprises que j'ai rejoints. C'est des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé, donc j'espère que ça vous servira. Il y a des choses que vous connaîtrez, il y en a d'autres que vous ne connaîtrez pas et j'espère que ça sera intéressant pour vous. Donc ça, en fait mes slides sont cassés, donc ils vont être tous moches, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les aléas. Ça c'est mon récent parcours d'entrepreneur, puis de product manager, d'abord dans une startup à Berlin, une fintech, et ensuite dans une grosse entreprise, un gros e-commerce, le premier e-commerce de fashion en Europe. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que probablement que j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps. Et c'est aussi pour vous montrer un peu les biais que j'ai et que j'ai un peu accumulé au cours de mon parcours et contre lesquels j'ai essayé un peu de lutter ces dernières années et j'espère qu'ensemble on va pouvoir un peu lutter contre ces biais. Donc je vais commencer avec un exemple de stratégie. Je vais vous parler de Snapchat. Ça c'est la courbe idéale de Snapchat, l'existence de Snapchat peut-être des 5 dernières années. Ils se sont lancés, ils ont créé un peu un nouveau format. Ils ont créé les stories, ils sont arrivés vraiment sur un format de médias vertical, ils étaient quasiment les premiers là-dessus, sur le format éphémère, etc. Et ils ont commencé à avoir une très belle croissance, assez exponentielle, et même un peu plus aplatie au bout d'un moment, mais quelque chose de très clean. Quand je pense à une stratégie, et quand je pense à Snapchat, je pense un peu à tout ce que j'ai appris dans les bouquins. D'abord, quand j'étais en cours, donc les concepts d'innovation, de différenciation, les matrices, les barrières à l'entrée. Et ensuite, j'ai un peu tous ces apprentissages que j'ai eus quand j'ai commencé à monter mon entreprise, ma startup B2B. Et là, tous les concepts peut-être de Lean Startup, de Canva, les pivots, etc. Au final, peu importe la manière dont on peut approcher la stratégie et peu importe la manière dont Snapchat a pensé sa stratégie, la finalité de l'histoire, c'est ce qui s'est passé ça. C'est que Instagram s'est lancé, a copié le format, avait une force de frappe qui était beaucoup plus importante. Et en moins de 6 mois, donc là il y a moins de 6 mois entre le moment où Instagram se lance et le moment où il dépasse Snapchat, le marché s'est complètement retourné. Au point qu'aujourd'hui Snapchat est dans une position hyper compliquée. Peut-être pas de survie, mais en tout cas ils sont arrivés à un point où ils se sont rendus compte que Instagram était quasiment devenu plus innovant qu'eux, etc. Donc je vais essayer de vous raconter un peu pourquoi ce genre de choses arrive. Ce que j'ai vu, j'ai parfois été dans la place, dans les chaussures d'une boîte un peu comme Instagram. Parfois j'étais dans les chaussures d'une boîte un peu plus comme Snapchat. Et je vais vous raconter un peu mes apprentissages au fil du temps. Il y a 7 sujets en particulier que j'aimerais bien aborder aujourd'hui. On va passer de comment gagner votre marché, donc des choses qui paraissent assez simples mais finalement qui m'ont surprise. On va parler de moments de saturation, du moment où il y a des marchés en fait, qui se retournent un peu et on pense toujours que c'est des concepts hyper abstraits, mais au final, il y a vraiment des manières aujourd'hui dans votre quotidien de voir si ces choses arrivent. Et ça, c'était vraiment surprenant pour moi. Et ensuite, on va essayer de conclure sur ce qui vous rend vraiment unique et qu'est-ce qui peut vous servir vraiment si demain vous retournez au travail et que vous voulez changer un peu les choses à votre échelle. Donc, on va commencer par gagner le marché. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris, quand j'ai rejoint N26, c'est de comprendre que pour dominer un marché, la première stratégie, c'est en fait de le dominer.
C'est pas de réfléchir à votre différenciation, c'est pas de réfléchir à vos X prochaines features, etc. C'est vraiment d'essayer d'optimiser ce que vous avez déjà, d'optimiser la proposition de valeur en fait, que vous délivrez à vos utilisateurs. Quand j'ai rejoint N26, on était en phase de hyper-croissance. Donc N26, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fintech berlinoise qui propose un compte en banque avec une carte bancaire, un IBAN, etc. à ses utilisateurs. Et il y a plein de features autour de ce produit qui permettent de faciliter l'envoi d'argent, les transferts monétaires, etc. Quand je suis arrivé dans cette startup, on était au point d'inflexion. Donc le moment où on avait validé qu'en fait on arrivait à livrer de la valeur à nos utilisateurs, mais on commençait vraiment à étendre les équipes produits. Donc on avait une équipe produit qui était vraiment spécialisée sur faire de la grosse. Donc moi j'étais product manager dans cette équipe. Il y avait d'autres équipes qui étaient vraiment en charge du core business, vraiment de faire en sorte qu'on avait un compte bancaire qui marche bien, etc. Et on commençait à diversifier un peu cela. Ce qui s'est passé en fait pendant les 13 mois où j'ai travaillé chez eux, c'est qu'en fait on n'a quasiment pas créé de nouvelles professions de valeur. On a vraiment délivré plus à partir de ce qu'on avait déjà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a déjà quelque chose qui marche, comment on peut l'amener à un maximum de gens, comment on peut vraiment se développer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez dans cette courbe, en fait, où vous allez livrer de plus en plus de valeur à vos utilisateurs, vous ne savez jamais vraiment jusqu'à où cette courbe va aller avant qu'elle ait un point d'inflexion, en fait. Le point d'inflexion, il ressemble à ça. Et c'est le moment où vous êtes vraiment sur un marché que vous comprenez qui commence à être un peu mature. Et c'est là que vous commencez vraiment à être dans une phase de rentabilisation de type cash co, où l'idée c'est de ne pas trop investir là-dedans, mais essayer de retirer le maximum d'output. La roadmap chez N26 pendant cette époque-là, elle ressemblait à ça. Elle ressemblait à redesigner, rebrander. Donc on est passé de Number 26 à N26. Ça passait beaucoup par développer des nouveaux canaux d'acquisition. Aller chercher pas seulement les early adopters, mais tous les gens qui ne connaissaient pas notre produit. Et si vous connaissez ce produit, c'est sûrement à ce moment-là que vous l'avez découvert. Le produit, il a déjà 3-4 ans. Vous l'avez peut-être découvert il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc là, on est aussi rentré dans une phase d'ajustement du business model. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, si on fait rentrer plus de gens, il faut essayer de faire en sorte que ça nous coûte un peu moins cher. Et donc, on a fait rentrer en compte des features type freemium. Et c'est vraiment là où il y a eu un changement du business model également. Si vous faites une recherche Google pour Product Strategy, c'est ce que vous allez trouver, en tout cas depuis la France. Et dans toutes ces recherches, dans tous ces résultats, vous voyez que la stratégie produit, c'est un espèce de pilier d'une exécution, c'est un espèce de pilier de l'entreprise, de choses qu'il faut décider. Et ensuite, il y a des manières de dérouler ça avec des programmes, des projets, etc. La réalité de ce que j'ai vu pour avoir travaillé dans des boîtes où je trouve que la stratégie a été assez efficace, c'est qu'en fait, elle appartenait à tout le monde, cette stratégie. Il n'y avait pas forcément quelqu'un qui réfléchissait 2 ans à l'avance avec des slides sur voilà ce qu'on veut faire, voilà où est-ce qu'on veut aller, on va le faire comme ça, et tout le monde va être extrêmement bien aligné. Il y avait souvent des directives, voilà notre vision, voilà notre mission, et ensuite il y avait beaucoup d'ownership dans les équipes produits sur comment atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est vraiment le premier message. Ne pas toujours penser que c'est vraiment un sujet high level. Ça peut l'être. Il y a des choses qui sont très bien dans la réflexion, dans une vraie réflexion profonde de la stratégie, mais en l'occurrence, ce n'est pas seulement un sujet qui est comme ça. Pour continuer sur cette idée de maximiser votre production de valeur, il y a un VC que j'aime bien, qui s'appelle Jerry Chen, qui bosse chez Greylock Partners dans la vallée. Et lui, il vous dit, découpez votre produit en units de valeur, et dites-vous, c'est quoi la plus petite unité de valeur avec laquelle vous délivrez, sur laquelle vous délivrez. Donc par exemple, pour Docker, ça sera un container. Pour Dropbox, ça sera un utilisateur. Sûrement que pour Aircall, ça serait un compte. Et dites-vous comment vous pouvez vraiment maximiser votre valeur par rapport à cette unité. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est qu'en fait, vous allez créer de plus en plus de satisfaction et de différenciation chez vos utilisateurs. Et ça vous permet vraiment de prendre une avance tant si elle est accompagnée de croissance, bien sûr, par rapport à votre marché. Ça a été hyper contre-intuitif pour moi parce que quand on lance un business, on part souvent d'une courbe d'innovation, on se dit qu'il faut innover, il faut aller plus vite que la compétition. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans une phase de croissance,
cette courbe d'innovation, elle n'a pas besoin d'être aussi forte qu'elle l'était au début. C'est vraiment l'impact et l'effort peut être mis sur la croissance et ça peut marcher. Donc ça, c'était vraiment vraiment une de mes découvertes chez N26. C'est de dire que les équipes produits étaient plus forcément orientées en feature team sur délivrer des nouvelles features et de l'innovation en permanence, mais plutôt d'accompagner des efforts de growth et de croissance pour essayer de prendre vraiment de vitesse le marché. On était aussi dans une situation où on était quasiment first mover, donc c'est vrai que ça avait ses raisons. Des manières classiques d'accroître sa valeur par rapport au modèle du unit que je vous ai montré, c'est créer des network effects, donc faire en sorte qu'il faille que plusieurs utilisateurs aient l'application ou aient votre produit pour que ça crée de la valeur. Donc N26 le fait, GitHub, Slack, les concepts de standardisation et les plateformes, ce qu'on fait un peu plus chez Zalando, ma boîte actuelle. Le deuxième apprentissage, ça a été vraiment d'effacer un mensonge que j'avais dans ma tête sur l'intérêt d'avoir le meilleur produit sur le marché. Donc quand j'étais entrepreneur, si vous m'aviez montré ce slide, si vous m'aviez demandé est-ce que tu préfères avoir 2 ans d'avance en termes de qualité de produit ou 2 ans d'avance en termes de croissance, je vous aurais sûrement dit qu'avoir un meilleur produit, ça m'aurait vraiment permis d'aller plus vite et de prendre en qualité mon compétiteur. La réalité, c'est qu'en fait, souvent, avoir de l'avance en croissance, c'est ça qui va vous faire gagner un marché, c'est ça qui va vous faire gagner une compétition de stratégie. En fait, ces années d'avance que vous allez accumuler en termes de croissance vous permettent de grossir vos structures, vous permettent de réinvestir et de faire plus d'erreurs ou de découvrir avec plus de probabilité ce qu'est la prochaine mine d'or éventuellement, ou la prochaine feature, ou le prochain pari gagnant de votre industrie. Une autre erreur que j'ai faite, c'était de penser, à propos du pricing, qu'un prix plus haut voulait dire une croissance plus lente. Quand je suis rentré chez N26, on était gratuit, donc on était free. Et il a commencé à avoir cette discussion en interne de comment on monétise. On avait fait quelques rounds, on avait fait le seed et le round A. On avait levé de l'argent, on avait quelques avances, mais on commençait à avoir des discussions en interne sur comment rentabiliser le produit. Là, il y a eu beaucoup de friction en interne sur est-ce qu'il fallait monétiser le produit et comment il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait monétiser sur quelques utilisateurs seulement ou est-ce qu'il fallait que ça devienne payant pour tout le monde. En fait, ce que j'ai découvert en tout cas, c'est que à l'inverse, un prix plus haut, ça vous permet de financer une croissance. Avoir un prix plus haut, ça vous permet un prix plus haut, ça vous permet de valider votre marché, de valider qu'il y a un besoin. Et surtout, ça va vous permettre de réinvestir dans de la recherche, donc dans des équipes produits par exemple, dans du marketing, dans des sales, etc. Je trouve que Aircall est un assez bon exemple là-dessus. Le produit s'est vraiment renforcé de ce que je vois ces dernières années. Et alors j'ai peut-être raté l'étape où il était gratuit, mais il n'a pas l'air très gratuit. Voilà. Et je pense que il fait partie des produits qui arrivent à... Enfin, ça fait partie de toutes ces gammes de produits qui arrivent à se revaloriser et à créer de la valeur vraiment additionnelle en ayant un prix qui n'est pas trop bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à comment vous pricez votre produit. Ça, c'est l'exemple de N26, comment on a pricé notre produit. C'est un questionnaire qu'on a fait auprès de nos utilisateurs, qui est public, que vous pouvez trouver sur le blog de la startup. On a posé une question à nos utilisateurs, on leur a demandé comment ils préféraient, est-ce qu'ils étaient prêts déjà à payer pour le produit? Oui, non, c'est assez binaire. Et ensuite, on leur dit si vous êtes prêts à payer pour le produit, quelle serait votre manière préférée d'être pricé? Donc il y avait 3 solutions. La première, c'était de payer un prix fixe tous les mois. La deuxième, c'était de payer par retrait automatique. Et la troisième, c'était d'avoir un nombre gratuit de retraits automatiques et à partir d'un certain seuil, de commencer à payer. Comme vous pouvez le voir, il y a 85% des utilisateurs quasiment qui ont préféré la troisième méthode et c'est aujourd'hui ce qui a été mis en place. Et si vous êtes des utilisateurs, c'est aujourd'hui ce que vous payez. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez aussi inclure vos utilisateurs dans la manière dont vous pricez votre produit et ça peut être très successful et ça l'a été assez pour N26. Les phénomènes de saturation. Et mes slides sont tous cassés. Quand on commence dans une
quand on commence dans une startup et qu'on a la chance d'être en croissance, first mover ou assez tôt dans le marché, qu'on se lance, qu'on est N26, peut-être Aircall, etc., on va être dans une place assez privilégiée pour voir comment l'industrie se remplit et est-ce qu'il y a de la saturation qui arrive. Quand on fait de la stratégie high level, on se dit, voilà, on prend une matrice, on met un axe, on met deux axes différenciants, on essaie de placer un peu les concurrents sur le marché, puis on essaie de se mettre dans le coin à droite pour dire qu'on est différent. Et puis voilà, c'est un peu la situation au moment où on se lance, quoi. Quand on est dans un marché qui est en évolution, en fait, il y a des choses que vous pouvez vraiment monitorer au quotidien qui vont vous faire comprendre que ça évolue et même qu'il y a des saturations qui arrivent. Donc chez N26, nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un facteur de viralité qu'on monitorait, qui était en fait le nombre de fois que l'application était partagée par utilisateur. On avait aussi un autre KPI qu'on monitorait, qui était le coût d'acquisition, et un troisième qui était les ratings, le NPS ou les ratings dans l'App Store. En fait, ce qui se passe avec ces trois métriques, c'est qu'elles vont baisser en qualité. Donc, le facteur de viralité va vraiment commencer à s'aplatir. Les ratings, normalement, si vous faites un travail bien, restent assez stables. Et le coût d'acquisition va monter. La raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que les standards, en fait, ce que vous avez défini comme un nouveau produit, vont devenir assez rapidement des standards, voire très rapidement. Et les attentes des utilisateurs sont de plus en plus importantes. Si vous avez des compétiteurs qui font des très bonnes releases ou qui ont des très bons produits, ils vont peut-être même mettre la barre plus haute que vous. Pour ce qui est du coût d'acquisition, ce qui se passe, c'est que vous allez passer d'un marché d'early adopter à un marché plus mass market. Donc là, ça va être plus dur de trouver ces gens, ça va coûter plus cher. Et donc votre coût d'acquisition va commencer à monter. Ça, c'est des choses vraiment que vous pouvez monitorer au quotidien et vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe avec mon coût d'acquisition? Est-ce que j'ai passé ce moment où j'étais sur mes early adopters? Si oui ou sinon, pourquoi? Et quelles sont les conséquences en termes de stratégie de produit, en termes de roadmap de produit? Ça, c'est une histoire assez classique. Les marchés vont tous être saturés à un moment ou à un autre, qu'on ne le veuille ou pas. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de lancer de nouveaux produits. Mais en fait, on le fait souvent trop tôt, en particulier les entrepreneurs, comme moi, donc ne soyez pas moi. Pour la seule et bonne raison que c'est la seule manière en fait, dont on avait créé de la valeur. Comme on avait créé de la valeur en lançant un nouveau produit, on se dit bon, il suffit de lancer un nouveau produit, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est souvent une erreur. Ne soyez pas moi. Maintenant, je vais vous parler de la nécessité de faire évoluer votre organisation et de ce que j'ai vu en termes d'organisation qui évolue quand justement les marchés évoluent. Donc là, on est sur A Story About Evolving Organization. Deux nouveaux produits que j'ai eu l'occasion de lancer. D'abord, la carte Black, qui est la carte première de N26. Et ensuite, le produit sur lequel je travaille actuellement, qui est une manière, donc ça c'était un GIF qui ne marche pas non plus, qui est une manière en fait d'acheter des produits Zalando, donc Zalando c'est un e-commerce, directement depuis Instagram sans jamais quitter l'application. Les deux fois où on a lancé ces produits, j'étais dans des organisations avec ce timing-là. Donc je vous ai montré les deux premiers cycles un peu plus tôt dans la présentation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un troisième cycle qui arrive, qui est le signe de saturation. Et là, vous avez toute l'histoire d'une entreprise. Vous n'avez qu'à répéter ce cycle à l'infini. C'est toujours des croisements entre des courbes d'innovation et de croissance. Savoir est-ce qu'on peut maximiser sa croissance par rapport à une valeur qu'on a déjà. Et savoir les moments où ça va se retourner et où il faut en fait anticiper. Ce qui est hyper important, c'est de savoir que chez N26, on était un peu early adopter. On voyait que ce marché allait se remplir. Il allait se remplir très vite. Et du coup, il fallait prendre une décision assez radicale sur à quel moment il faut repenser le produit, repenser les features, ou même repenser éventuellement notre vision. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on est passé d'une organisation en feature team, donc on avait 4 ou 5 verticales, comme je vous explique au début, à un pool. On a dit, il faut que les efforts soient orientés vers la croissance, mettons les talents tous ensemble, et on va aller piocher des projets de croissance. Et pour chaque projet de croissance, on va aller piocher des personnes qui vont aller travailler dessus. Ensuite, il y a eu ce phénomène d'entrée qui a attiré d'autres acteurs, etc. Il y a eu beaucoup aussi de standardisation de la technologie qu'on utilisait. On était quasiment les premiers à travailler avec Mastercard. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une fintech et travailler avec Mastercard, ça va vous prendre 6 mois. D'autres acteurs sont arrivés, etc. Et on est passé dans une troisième structure à laquelle j'ai pas eu la chance de participer, qui est en fait
réorienter vers construire de l'innovation, construire des nouveaux produits. Et c'est vraiment d'aller trouver les dernières innovations sur ce marché-là. Donc là, vous avez une organisation beaucoup plus structurée, toujours avec cette idée de silo, mais avec beaucoup plus de reporting, parce qu'entre-temps, la boîte a capitalisé, et évolué et grossi sur ce qu'elle a créé. Une morale de l'histoire, c'est vous pouvez passer des années à construire votre avantage compétitif. Il faut que vous soyez prêt aussi à le perdre dans la nuit. Parce que justement, les acteurs vont se lancer et peuvent vous copier ou se lancer très rapidement. Donc ce qui est important, c'est surtout les apprentissages, ce que vous en avez appris, ce que vous avez construit, capitalisé, ce qui va vous permettre de garder une longueur d'avance. C'est ça finalement la product strategy. Une courbe assez classique pour moi de comment un produit se lance, c'est une attente des utilisateurs en termes de valeur et une valeur que vous délivrez à travers un produit. Et le but du jeu, en fait, quand on lance un produit ou une feature, c'est vraiment d'aller taper l'attente de l'utilisateur. On essaie de tâtonner comme ça. Là, je vous ai fait un graphe parfait, mais en fait, vous pouvez faire une très belle courbe rouge où vous délivrez de la valeur et en fait, la customer expectation n'existe pas, quoi. Ou alors, parfois, vous allez faire une très belle courbe rouge et puis en fait, l'expectation, elle est très haute. En fait, ce qui se passe dans un marché en dynamique, en accélération, c'est ça. C'est que vous allez lancer plein de produits, il y a plein d'attentes. C'est un peu le bordel. Et il y a plein de fois où vous n'allez pas toucher. Et ça, c'est ce que en fait, vivent les boîtes qui lancent des nouvelles features fréquemment, lancent des nouveaux produits. Idéalement, elles sont assez grosses. La roadmap un peu d'Instagram, ou un peu ce qui s'est passé avec Instagram, pour moi, c'est ce quelques derniers mois et dernières années, c'est qu'ils ont réussi des gros coups sur la feature musicale. Il y avait plein d'acteurs qui étaient là-dessus, par exemple à Paris. Ils ont vraiment réussi à remplacer ça. Il y avait des startups qui s'étaient créées sur ne serait-ce que faire des surveys, des polls. Ils ont remplacé ça. Ils ont fait des lives, ils ont remplacé pareil plein de boîtes qui étaient juste sur cette proposition de valeur. Et ils ont réussi à tout intégrer en grossissant. C'est vraiment un effet boule de neige. Je trouve ça assez impressionnant. Tout ça pour dire que la stratégie, ce n'est pas un plan fixe. C'est vraiment la suite de vos actions qui va la définir. Je pense que c'est dur de faire des suppositions là-dessus, mais je pense qu'il y avait sûrement des gros plans stratégiques chez Instagram. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Mais je suis quasiment convaincu que ce genre d'actions, ce genre de succès ont vraiment été créés au fil des livraisons de features et au fil des constructions de ces équipes produits. Quelque chose que j'ai appris plus récemment en arrivant chez Zalando, c'est qu'en fait, quand vous êtes beaucoup plus tard dans la stratégie de produit, quand vous commencez vraiment à être très gros, Zalando est assez gros, ça pèse quelques milliards d'euros, je crois 1% du marché de la fashion en Europe, donc ça fait quand même pas mal. En fait, vous n'êtes plus product-centric, vous êtes distribution-centric. Ça, c'était vraiment le gros apprentissage pour moi dans les 12 derniers mois. C'est que la raison pour laquelle des Google, des Facebook ou toutes ces entreprises réussissent autant avec le temps, ou les Amazon, c'est pas forcément une coïncidence, c'est qu'en fait, tous les avantages que je vous ai montrés, toute cette croissance, leur permet de réutiliser ce pouvoir de distribution pour redistribuer des produits, pour réitérer des succès. Donc là, j'ai pris l'exemple d'Instagram toujours. Il y a quelques années, on vous demandait de login dans Facebook si vous vouliez ajouter vos amis sur Instagram. Aujourd'hui, c'est complètement intégré. Si vous avez mis votre mail, ils recroisent le mail, c'est la même entreprise. Et du coup, vous pouvez directement ajouter vos amis de Facebook dans Instagram. C'est aussi pour ça qu'Instagram, ça devient un peu nul. Mais en gros, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de se servir de la force de distribution de Facebook pour vous réonboarder sur Instagram. Vous pouvez penser à des produits un peu plus d'autres produits, par exemple Amazon. Amazon a racheté une boîte d'audiobook qui s'appelle Audible. Audible cartonne parce que à chaque fois que vous achetez un bouquin chez Amazon, et Dieu sait que beaucoup de gens achètent des bouquins sur Amazon, vous avez l'audiobook proposé sur Audible. Donc, pareil, Amazon s'est sorti de sa force de distribution pour lancer d'autres produits. Et donc là, l'idée que des boîtes passent de product-centric à distribution-centric, ça a vraiment été très important. Et si vous travaillez dans des grandes boîtes, je pense que vous l'avez probablement vu. En conclusion, des produits forts
à mon sens, sont construits par des teams agiles et surtout des organisations agiles, à travers des itérations et une force de distribution. Maintenant, ce qui vous rend vraiment unique, pour moi, dans tout ça, c'est vos teams. Et du coup, j'avais envie de conclure sur vos équipes en plus particulièrement. Ce qui vous rend particulier, ce qui vous rend vraiment unique dans tout ça, c'est qui sont les gens chez vous, chez Aircall, chez Zalando, etc., qui font ces produits. C'est vraiment ça votre asset, c'est vraiment ça la morale, et c'est ça votre asset aujourd'hui qui n'est pas copiable. C'est-à-dire que le reste pourrait être copiable, la vitesse d'itération, ça c'est plus questionnable. Où est-ce que vous voulez aller, un peu votre mission, ça aussi un petit peu, et encore on l'a vu, pas toujours. Par contre, qui vous avez et qui vous permet de travailler sur ce genre de projet, ça va vraiment être votre force. Donc des personnes qui se font confiance, qui communiquent, passionnées. Il y a eu beaucoup d'études sur comment recruter les gens, et finalement peut-être que la passion, c'est une des valeurs les plus fortes quand vous recrutez quelqu'un pour délivrer. L'autre sujet, c'est votre capacité vraiment à amener une idée à un marché. C'est souvent des cultures d'entreprise de est-ce que vous êtes prêt à acheter beaucoup, à ne pas vous attacher forcément à des idées ou à des roadmaps, à être prêt à itérer. J'aime beaucoup une citation d'un des fondateurs d'IDEO qui dit que pour lui, la force d'une entreprise, c'est sa capacité à venir avec des idées créatives et surtout d'avoir le courage de les essayer. Je pense que c'est très vrai. Je pense que c'est dur. Donc maintenant, je me tourne vers vous. Et, j'ai envie de vous dire que c'est votre tour de penser comment vous pouvez maximiser votre valeur sans forcément juste vous dire qu'il faut avoir une X énième feature ou un X énième design. Vous posez peut-être des questions sur votre pricing. Je vous ai parlé de pricer, mais il y a aussi des limites de pricing, donc vous pouvez aller lire un peu là-dessus. Peut-être penser votre organisation dans un modèle plus dynamique, qui est très intéressant, ou à ne pas oublier d'itérer. Si vous rentrez chez vous et que vous êtes vraiment enclin à de la stratégie et que vous vous dites j'ai envie d'être meilleur en Lean Startup, en Canva, en innovation, en différenciation, etc., je pense que vous avez raison. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes, je pense qu'elles sont très bonnes. Et je pense qu'à titre plus personnel, être passé par tout ce bagage très théorique, etc., m'a énormément servi. Et je pense que ça sert. Par contre, je pense que si vous allez au bureau demain ou lundi, quand vous passez dans le couloir et que vous voyez peut-être des équipes je sais pas, très seniors ou des équipes juste en charge de la stratégie ou si vous savez qu'il y a un projet en cours qui est de refaire la stratégie, etc., dites-vous à votre échelle qu'est-ce que vous faites qui en fait a vraiment un impact, qui sont les gens avec qui vous interagissez et qu'est-ce qui a vraiment un impact finalement sur la stratégie, parce que c'est ça qui va vraiment avoir un impact, c'est vos actions et vos projets dans le court terme, et la manière dont vous interagissez, etc. Et tout ce que j'ai un peu expliqué sur la culture d'équipe. Voilà, merci. Oui, alors est-ce que vous avez des questions? Je donne le micro. On parle comme ça? Ok. Non, mais tu peux garder le micro. Okay. J'avais deux questions. Dans le premier point, tu parles de la nécessité de maximiser le profit par unité de valeur et capter le marché le plus rapidement possible. Pour moi, c'était un petit peu antagoniste parce que pour moi, capter le marché, ça veut dire maximiser le nombre d'unités. Donc je voulais juste savoir pour toi, quel a été le point le plus important parmi les deux. Et le deuxième message, c'était sur... Tu vas répondre à la première. Yeah. Donc la question c'est comment maximiser par unité de valeur, sachant que selon toi c'est un peu antagonique d'avoir une unité de valeur qui ne bouge pas et de devoir maximiser, c'est ça? Sachant que pour moi, conquérir le marché, ça veut dire multiplier les unités de valeur plutôt que d'augmenter la valeur par la marge par unité de valeur. Ok.
Ok, donc en fait, la question c'est est-ce qu'il faut multiplier les unités de valeur pour la maximiser ou est-ce que c'est des choses différentes? Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour une unité de valeur donnée, donc un compte par exemple c'est N26, pour augmenter la valeur que tu livres, tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'efforts. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts parce qu'il suffit de choses assez simples comme reformuler ton message, comme un peu adapter une feature par exemple. Chez N26, tu avais une feature où tu pouvais envoyer de l'argent, ça ressemble un peu à Lydia. On a adapté cette feature en faisant en sorte que tu pouvais aussi demander de l'argent. C'est tout bête, mais ça a énormément amélioré la satisfaction sur cette feature. Et faire une requête d'argent, c'était finalement c'était vraiment assez simple, quoi. Sauf que derrière, en fait, tu réuploades juste la même feature que la personne a envoyé de l'argent. Donc c'était vraiment un quick win, quoi. Donc en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu peux aller maximiser sur la même unité de valeur avec plein de quick wins, ou même juste en reformulant ton message, en rebrandant, en redesignant, etc., en rendant les choses un peu plus simples, ou même à travers des tricks un peu de croissance, en allant chercher les gens sur différents médiums, par exemple. Les gens peuvent valoriser la manière dont tu les approches. Ça peut être un problème de parrainage, etc. Donc en fait, on a vraiment on a vraiment rajouté de la valeur pour cet utilisateur alors qu'on ne changeait pas grand-chose. Le produit restait assez fondamentalement pareil. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc c'est en gros focus acquisition en prenant les quick wins en rétention également. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et la deuxième question, c'était quand tu disais tu avais vu la saturation venir et tu avais changé un peu trop tôt le produit, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Quels sont les signes qui t'ont fait croire que la saturation allait venir et pourquoi est-ce que tu as voulu changer de produit à ce moment-là? Alors, la question, c'est comment on a vu la saturation venir. Alors, la réalité, c'est que moi, à mon échelle, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est ça mon learning, c'est on aurait dû l'avoir. Et en fait, rétrospectivement, on s'est dit, en fait, on avait vu des métriques se retourner, entre guillemets, et ça aurait dû être des signaux suffisamment forts. Là où on avait un biais, c'était que le moment où on a vu ces signes de saturation arriver, c'est aussi le moment où on était en hyper-croissance. Donc, on s'est dit, en fait, quand on est en hyper-croissance, les métriques vont être vraiment secouées parce que on passe en fait d'une target d'early adopter à une target beaucoup plus massive. Donc si par exemple le conversion rate sur le sign-up se pète la gueule, c'est normal parce que les personnes à qui on a parlé il y a un an, ils étaient de toute façon, même s'il y avait un bug dans le sign-up, ils se seraient inscrits parce qu'ils adoraient le produit. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre quelqu'un. En fait, il y avait un bruit à ce moment-là qui était que non seulement on grossissait sur le mass market, mais en plus de ça, il y avait des métriques qui commençaient à se retourner. Et ça, on avait beaucoup de mal à les adapter, à les percevoir. Et on ne l'a pas perçu, pour être honnête. On ne l'a pas perçu. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop théorique. J'aime pas les théoriques. Voilà. Merci beaucoup. Merci Enzo.